Bonjour à tous. Je remercie le parc de m'avoir invité à présenter ces résultats où je ne vous parlerai pas des Mélézins comme Marcel Barbero, ni avec autant de romantisme, ni avec autant de précision. Je vous parlerai d'une autre espèce qui partage son habitat, qui est le pinsambro. J'ai évoqué Marcel Barbero, donc c'est un honneur de parler après lui. Marcel Barbero a été un de mes professeurs et directeur de laboratoire quand j'étais étudiant à Marseille. Tant qu'à faire, je voudrais saluer Alain Guéguin, qui a été aussi un de mes professeurs quand j'étais étudiant à l'Université de Rennes. Donc c'est aussi un honneur que de croiser ces deux personnalités. Alain Guéguin m'a beaucoup passionné avec les orthoptères du Mercantour et du pic du Midozzo du côté des Pyrénées. Voilà, je ferme la parenthèse. Qui suis-je ? Je suis professeur à l'école pratique des hautes études. Donc l'école pratique des hautes études est un établissement situé à Paris, une grande école qui, avec la nouvelle configuration des universités, je dois le préciser, est une sous-partie maintenant d'une université de recherche de très grande taille qui inclut également l'école normale supérieure à Paris et d'autres établissements qui s'appellent donc Paris Sciences Lettres Université. Mon laboratoire, et c'est un peu plus compliqué parce que si je suis professeur à Paris, mon laboratoire est à Lyon et c'est le laboratoire d'écologie des écosystèmes naturels et anthropisés, qui est un laboratoire généraliste qui traite d'écologie et d'écologie évolutive en général. Mes recherches contribuent et s'inscrivent dans les programmations de la zone atelier Alpes au sens large. Mon exposé va avoir l'objectif de vous faire la démonstration qu'il peut y avoir une zone refuge de refuge glaciaire de pinsambro dans le sud des Alpes et en particulier dans le Mercantour. Et je vais m'appuyer sur principalement deux sources d'information. D'une part, la paléoécologie, démontrer qu'il y a une zone de refuge glaciaire dans le sud des Alpes, non pas précisément dans le Mercantour, mais juste à côté, dans le massif du Queyras. Ça tombe bien, hein, l'Interreg, ou plutôt avec le terme Montviso. Par contre, avec la génétique, on fait clairement la démonstration qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le parc du Mercantour et dont il existe un héritage encore actuellement en termes de génétique et de structuration des populations de pinsambro. Donc mon exposé va être d'abord présenter le contexte très rapidement, en évoquant les problématiques qui sont posées par ce contexte. Je vais commencer par vous parler des résultats de génétique des populations, qui sont tout frais, puisque les travaux vont être publiés dans les prochains jours. Ensuite, je vous présenterai quelques nouveautés paléoécologiques, essentiellement en parlant des découvertes réalisées dans le Queyras, mais pas uniquement, également au Lautaret, vaguement. Ensuite, je vous présenterai des résultats, et ça c'est un peu nouveau parce que ce n'est pas encore publié, ça va être la première fois que ça va être présenté dans une séance publique, des travaux de modélisation de l'aire de distribution du pinsambro au cours de la période glaciaire, inspirés des travaux précédents et basés sur les travaux précédents. Et enfin, je terminerai par une conclusion. Le contexte de cette étude, c'est que je vous fais grâce de l'aire de distribution du pinsambro dans les Alpes. Ici, vous reconnaissez les Alpes occidentales depuis la frontière suisse au nord jusqu'au Mercantour, donc dans le sud, avec l'Italie et le côté français. Tous les points bleus représentent les boisements de pinsambro qu'on a pu recenser dans les Alpes occidentales. Historiquement, le pinsambro, et ça relève c'est une connaissance assez ancienne qui relève des années 60. On doit à un Suisse, Zoller. Le pinsambro a été en refuge glaciaire en Europe occidentale, quelque part entre les Carpates et les Alpes occidentales, essentiellement dans la plaine hongroise et dans le sud de la Pologne. De là, il a migré à travers les Alpes pour arriver le long de la frontière française, franco-suisse, et il serait descendu comme ça du nord vers le sud des Alpes. Donc ça nous donne une voie de migration qui serait celle-ci, et c'est ce qui est établi, c'est ce qui est connu, et c'est ce qu'on retrouve dans les ouvrages spécialisés, ce qui est enseigné. C'est ce qu'on m'a enseigné. Donc ça nous donne une situation où on suppose qu'à partir des aires refuges, on a une migration, et on peut penser qu'en allant vers l'ouest, il y a une perte de diversité, notamment par dérive génétique. Et c'est ce qui a été bien décrit par des collègues suisses et hongrois, et qui montrent que de l'est vers l'ouest des Alpes,
jusqu'à la frontière suisse, puisque la randonnée s'arrête à la frontière suisse, il y a une diminution de la diversité génétique du pinsambro. Donc on peut penser, par extrapolation, que quand il est arrivé là, au cours du post-glaciaire, la dérive a continué vers le sud, et on peut penser qu'on a un appauvrissement des populations vers le sud des Alpes. Et on verra que ce n'est pas tout à fait le cas. Si je résume ce qui s'est passé, donc, au cours de la glaciation, ici, donc, on a l'échelle de temps qui part du bas, le plus ancien au glaciaire, vers le haut, le plus récent actuellement. Donc on a des aires refuges dans l'est de l'Europe. Les populations commencent à migrer avec le réchauffement climatique. Elles sont basses en altitude et elles commencent à occuper les basses altitudes. Progressivement, avec le réchauffement climatique au début de l'Holocène, elles sont encore assez basses. Elles commencent à coloniser de plus en plus les massifs, y compris des massifs périphériques. Et au milieu de l'Holocène, le climat se serait à peu près établi. Et les étages de végétation, notamment du pinsambro, seraient essentiellement sommitales, subalpins comme actuellement, isolant parfois des montagnes périphériques. Donc ça, c'est le scénario que l'on a. Très récemment, il y a des travaux de génétique et de paléoécologie qui ont montré, il y a moins de 10 ans, qui ont montré que le scénario initial de Zoller, qui est une sorte de paradigme établi en paléoécologie, est un peu modifié. Notamment des Suisses et des Italiens ont montré qu'on a, de toute évidence, il y a des preuves paléoécologiques qu'il y a des refuges glaciaires quelque part au nord de la plaine du Pô, au sud des Alpes. Et à partir de ces refuges, on aura une recolonisation du sud des Alpes et peut-être des Alpes occidentales par des vallées telles que la Val d'Aoste ou le Val de Suse ou plus au sud, la région de Cuneo. Et donc là, on a une modification un peu du schéma initial. Et on peut voir que on verra que ça a joué sur la structuration actuelle des populations génétiques des populations de pinsambro actuellement. Donc, on va aborder les résultats. Et on a échantillonné donc 22 populations dans les Alpes occidentales, 22 populations de pinsambro dans les Alpes occidentales, côté italien et côté français. Alors, il y en a 11 dans la zone centrale. Zone centrale, entendez, les endroits où les forêts sont les plus développées, dans le Queyras, dans la Haute-Ubaye, dans la vallée de la Maurienne et la Haute-Tarentaise, également dans la Haute-Vallée de l'Arve, près de Chamonix. 11 populations en zone centrale et 11 populations en zone périphérique, donc dans le Grand Massif, dans les Aravis, du côté du Dévoluy. Oui, il y a une population dans le Dévoluy qui est assez peu connue, ça a été difficile de la trouver d'ailleurs, dans la zone de région de Beauvaisis, même plus au sud que Beauvaisis, et populations, on a considéré les populations du Mercantour comme étant périphériques également, compte tenu de leur caractère extrêmement méridional et extrême. Si on compare la génétique de ces populations, on s'aperçoit que, je vais vous décrypter un peu ce tableau, on peut voir qu'il y a une structuration et qui n'est pas anodine. Ici, sur ce tableau, on compare les populations centrales entre elles et on regarde quel est le degré de différenciation génétique qui existe entre les populations. Plus le bleu sur cette échelle est clair, plus la dérive est faible, quasiment inexistante. Plus le bleu est sombre, plus la dérive est importante. Il y a une différenciation entre les populations. On s'aperçoit qu'entre les populations centrales, entre elles, il n'y a absolument aucune dérive, une différenciation, pardon, et les populations sont extrêmement homogènes. Autrement dit, population du côté de Chamonix a le même patrimoine génétique que les populations du côté du Queyras. C'est exactement la même chose, on n'a à peu près aucune différence. Par contre, quand on compare je vais passer sur cette là, c'est plus intéressant, sur ce tableau, on compare les populations périphériques, ici, toutes celles qui commencent par un M, comparées à celles qui sont dans la zone centrale, avec un C, on s'aperçoit que là, il y a une structuration avec le bleu sombre qui apparaît, qui nous indique qu'il y a certaines populations sont nettement différenciées des autres. Quelles sont ces populations? Et c'est là que c'est intéressant et qu'on va parler tout de suite du Mercantour. La plus différenciée de toutes, c'est la population de la vallée de la Roya, qui se distingue parfaitement de toutes les autres et qui montre une très forte différenciation avec toutes les populations des Alpes centrales et les massifs périphériques des Alpes occidentales. Ensuite, on a un deuxième groupe de populations qui correspond à deux populations qu'on a échantillonnées également dans le Mercantour, qui sont les populations du côté du vallon de Gordelasque et les populations du vallon de la Bresse, qui se différencient, qui sont extrêmement homogènes, ces deux populations, et qui se différencient aussi des autres. On a deux autres populations, mais je ne vais pas venir dessus. Ces deux populations qui sont extrêmement tout au nord des Alpes occidentales, du côté de la frontière suisse, notamment du côté de Flaine et du côté de Grand Arc, la pointe de Grand Arc.
mais qui ne nous concernent pas ici directement. Donc les 3 populations les plus distinctes de l'ensemble de l'arc alpin, merci, sont des populations du Mercantour. On retrouve ça sur cette figure. Donc là, on a analysé les données et cette figure présente 2 clusters génétiques, c'est-à-dire 2 regroupements génétiques des populations échantillonnées. Et si on fait une analyse avec deux clusters, on s'aperçoit que les populations du Mercantour, également celles de la vallée de la Blanche, présentent une différenciation et un regroupement assez net de tout le reste. Si on prend un peu plus de risques dans l'analyse génétique, on arrive à constituer 4 clusters, ici représentés avec les couleurs bleues, vertes pour les populations du Mercantour, jaune et rouge pour les populations qui sont plus au nord, tout ce qui est plus au nord. Et si on fait une analyse sur le degré de différenciation, et on arrive très très bien à différencier notamment la population du côté de la Roya, qui se distingue le plus de tout le reste et qui se distingue très fortement et étonnamment avec un degré de différenciation et de séparation avec les populations du côté de la vallée du vallon de Gordelasque. C'est intéressant parce que du part et d'autre du Mont Bégaud, on a 2 populations parfaitement distinctes et qui n'ont aucune similitude génétique. Et pourtant, c'est bien du Pinsambro. En revanche, Gordelasque et Vallon de la Bresse appartiennent à un même groupe et il y a une très grande porosité entre les populations, aucune différenciation. Quelque chose qui va être utile pour la suite, sur la partie modélisation, on a analysé le degré la relation qui existait entre la structuration génétique des populations et les paramètres climatiques. Et on s'est aperçu que la géographie, ce n'est pas très intéressant dans cette analyse, mais ici, les aspects climatiques sont très, très importants. Il y a une très, très forte structuration de ces populations le long d'un gradient climatique. Ce n'est pas la température qui joue le plus, c'est le déficit hydrique qui est le principal facteur de différenciation sur les populations. La température intervient en deuxième, l'ensemble des paramètres de température qu'on a utilisés interviennent en un deuxième niveau pour structurer les populations. Mais ce sont bien les précipitations qui structurent les populations de Pinsambro dans les Alpes occidentales. La paléoécologie. Plusieurs sites ont été analysés et plusieurs sites ont rapporté des évidences très précoces de colonisation au cours de l'Holocène. L'Holocène, c'est la période climatique dans laquelle nous vivons, qui a commencé il y a environ 11 700 ans. Juste avant, donc, c'est la fin du glaciaire. La glaciation se termine grosso modo il y a 18 000 ans, mais il faut de 18 000 ans à 12 000 ans avant nos jours pour que le climat se réchauffe avec des soubresauts et des récurrences glaciaires. Donc, un certain nombre de sites présentent des colonisations très très précoces. Tous ces sites avec colonisation très précoce laissaient entendre que quelque part il devait y avoir un refuge glaciaire dans les Alpes occidentales. Le hasard des échantillonnages nous a permis de trouver 2 sites où on a des preuves de refuge. L'un, c'est le Lotaré, je ne vous en parlerai pas trop, je vais passer dessus aujourd'hui. Je suis parler du lac Miroir, dont vous avez une photo ici. Le lac Miroir est situé dans le sud du massif du Queyras, sud-est du massif du Queyras, finalement pas très loin de l'Ubaye, puisque de l'autre côté de la crête, on descend du côté de la vallée l'Ubaye. Et ce site a été échantillonné en 2007 pour étudier uniquement l'histoire des feux, de la relation entre feu et végétation au cours de l'Holocène. Et le hasard de l'échantillonnage nous a fait découvrir une série sédimentaire extrêmement longue qui permet de remonter, parce qu'on a des dates qui permettent de remonter à 40 000 ans avant nos jours. Donc ça a été une grande surprise. Déjà, lors de l'échantillonnage, on savait qu'on était face à quelque chose d'exceptionnel, puisque l'Holocène, la partie organique du sédiment, ne couvrait que 1,80 m, sachant qu'en tout, on a sorti 4 mètres de carottes sédimentaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas analysé les données polliniques. Les données polliniques sont difficiles à analyser, notamment parce que certains grains de pollen sont transportés à longue distance et sont difficiles à inférer une présence locale de végétation. Donc on partit sur des analyses macrofossiles. Vous avez ici des restes macrofossiles, cônes de fossiles avortés de Pinsambro, un faisceau d'aiguilles de Pinsambro, ici une graine très grossie de mélèze, graines de bouleau, etc. Voilà, donc c'est ce qu'on a analysé, quantifié, avec des méthodes particulières. Et voilà ce qu'on a obtenu comme résultat. Vous avez l'âge de temps ici qui s'écoule de façon horizontale, depuis 21 000 ans, 22 000 ans avant nos jours jusqu'à l'actuel. En vert, ici, vous avez la distribution de l'abondance des restes de Pinsambro au cours de
de cette séquence de 21 000 ans. Et on s'aperçoit que depuis le début, on a du pinsambro jusqu'à l'actuel. Il y en a beaucoup plus dans la période actuelle en termes de quantité. En dessous, en jaune, vous avez le mélèze qui est représenté. Et en gris, dessous, vous avez la quantité de charbon de bois. C'est intéressant. On a un écosystème qui a été présent, composé essentiellement de pinsambro et de mélèze, parce qu'on a du mal à trouver d'autres restes végétaux, un peu de bouleau, accessoirement, un peu de carex, mais essentiellement du pinsambro et du mélèze. Le pinsambro est plus abondant que le mélèze au cours des périodes glaciaires, c'est-à-dire de 21 000 ans jusqu'à 12 000 ans avant nos jours. Et il est accompagné de charbon de bois dans les sédiments qui attestent que ces écosystèmes perchés à plus de 2200 mètres d'altitude ont pu survivre à la glaciation et en plus subissaient des feux. On a des outils mathématiques pour reconstituer non seulement la fréquence des feux, mais aussi la biomasse de ces communautés forestières. Donc on a reconstitué ici, alors ici c'est une expression relative de la biomasse de ces communautés forestières, c'est-à-dire qu'on est en fréquence, on a représenté en fréquence la part de pinsambro de la part de mélèze. On n'est pas sur la biomasse exacte, mais c'est tiré de la biomasse. Bon, l'essentiel, bon, vous ne voyez pas trop sur cette, vous m'excuserez, c'est pas très visible. Le vert montre qu'il y a une dominance de pinsambro au cours de la période tardiglaciaire. Le jaune est beaucoup plus présent au cours de l'Holocène. Autrement dit, on a plutôt une substitution, une communauté qui est dominée par le pinsambro au tardiglaciaire, c'est-à-dire jusqu'à 12 000 ans avant nos jours, et après 11 000 ans, plutôt après 10 000 ans, c'est essentiellement du mélèze qui domine. La fréquence de feu est intéressante. On a une fréquence de feu de type glaciaire durant le tardiglaciaire, c'est-à-dire avec un feu estimé, un feu tous les 1000-1200 ans environ durant la période glaciaire. Tout à fait cohérent avec ce qu'on retrouve actuellement dans les zones de toundra. Je travaille aussi dans les régions de toundrique. Par contre, au cours de l'Holocène, on voit que la fréquence des feux augmente pour atteindre un maximum, il y a environ 3500 ans avant nos jours, un maximum de fréquence de feu qui était autour de 5 à 6 feux par millénaire. Donc on entendait un feu tous les 200 ans, ce qui est assez élevé. Aujourd'hui, la fréquence des feux a affaibli pour atteindre un feu à peu près tous les 500 ans environ. Je passe là-dessus. Comme je disais, on a ce site du lac Miroir qui nous présente à 2214 mètres d'altitude la preuve qu'il y a eu un refuge glaciaire dans le Queyras. Lac du Lautaret, col du Lautaret, on a une autre type d'archives totalement différente. On n'a pas du tout les mêmes composantes. C'est pas c'est pas un lac, c'est pas une tourbière, c'est du travertin. D'autres approches pour mesurer ça. On n'a pas trouvé de pinsambro. Ce qui est intéressant sur ce site, c'est que ce site révèle qu'on a eu aussi dans ce secteur du Lautaret un refuge glaciaire, d'autres arbres, le pin accroché en particulier. Il y a d'autres évidences, mais que je n'ai pas révélées ici. Alors ici, c'est une carte où on retrouve l'étendue des glaces au cours de la glaciation, d'après une étude réalisée par Étienne Cossart, qui aujourd'hui est professeur à l'Université de Lyon en géographie, en géographie sociale. Mais à l'époque, il travaillait en géomorphologie et dans certains de ses articles, il a produit une simulation de l'étendue des glaces dans la haute Durance. Et donc vous reconnaissez, c'est la Haute-Durance avec le secteur du Queyras ici, le Briançonnais ici. Et en bleu, c'est l'étendue des glaces. Et on voit que certaines parties de cette région ne sont pas couvertes par les glaces. C'est ce qu'on appelle des nulataques, c'est-à-dire des montagnes au-dessus des glaces. Il y a peut-être des glaciers perchés quelque part qui redescendaient, qui alimentaient les glaciers de fond de vallée, mais toutes ces montagnes n'étaient pas nécessairement couvertes de glace. L'image qu'on pourrait avoir de ce paysage serait un paysage comme ceci, qu'on retrouve, c'est tiré d'une photo prise dans le nord du Canada, en Alaska, pardon, et on voit très bien des fonds de vallée remplis de glaciers, et puis des montagnes qui sortent et sur lesquelles qui peuvent héberger de la végétation et notamment des arbres. Donc c'est le type d'image que l'on a et que nous révèlent les données paléoécologiques. Alors maintenant, je vais terminer là-dessus et on s'est inspiré des travaux de génétique, la corrélation qui existait entre les paramètres du climat. On avait une vingtaine de paramètres du climat. Je vous ai dit, les précipitations, c'est le facteur déterminant. Deuxièmement, sont les températures. Et en partant de là et en utilisant un modèle de distribution d'espèces, un modèle corrélatif, on s'est essayé à reconstruire l'aire de distribution du pinsambro dans les Alpes occidentales sur ces 4 populations, 4 groupes génétiques que l'on avait, donc on a trouvé dans les Alpes occidentales. Ici, j'ai repris le groupe unique de la population de la Vellet-la Roya.
Donc ce que vous avez ici, c'est l'aire de distribution de ce cluster génétique qui présente essentiellement une présence dans les Alpes-Maritimes au sens large, franco-italienne. Ici, ce carton intermédiaire au milieu représente l'aire de distribution maximale il y a 6000 ans avant nos jours, donc pratiquement le même qu'aujourd'hui. Et ici, vous avez le carton à votre droite, le carton qui représente au maximum glaciaire. Toute la zone grisée qui est au nord, c'est l'étendue des glaces, telle que la géomorphologie est capable de nous la produire. Donc on a reproduit cette en couche de glaciaux et de glaciers, pardon. Et ici, donc, on présente l'aire de distribution de ce cluster qui serait plutôt du côté italien, du côté des Alpes ligures et l'extrême nord des Apennins. L'autre population qui nous intéresse ici, c'est la population le cluster qui regroupe le vallon de la Bresse et le vallon de Gordolasque. Et nous avons ici donc son aire de distribution génétique actuelle, il y a 6000 ans, et son aire de distribution probable, il y a 21 000 ans. En fait, la zone la plus probable est ici, dans ce secteur, la plus colorée en jaune, dans les Alpes-Maritimes, incluant donc, notamment le parc du Mercantour. Donne un écho quand même de ce que représentent les clusters jaunes et rouges qui étaient plus au nord. Ici, vous avez le cluster rouge qui est le centre, qui représente tout le centre des Alpes occidentales, et son aire de distribution glaciaire se situe ici le long du nord d'Alpine du Pô. Ça conforte fortement les découvertes récentes des Italiens et des Suisses par paléoécologie et par génétique, laissant penser qu'il y avait une aire refuge dans cette zone. Et le cluster jaune est plus compliqué, c'est probablement le cluster qui nous vient de l'Est de l'Europe. Il est mal simulé ici, même si on a des valeurs extrêmement élevées, mais c'était peu probable qu'au nord de la Suisse, on ait eu des refuges glaciaires. Voilà, je termine là-dessus. Donc ma conclusion, c'est que oui, il y a eu des refuges glaciaires dans les Alpes occidentales, et d'autres travaux récents de collègues. Je pense à un travail d'Élomé Wagner, qui est étudiante de Rémi Petit. Rémi Petit est chercheur à l'INRA à Bordeaux, et qui avait démontré qui a travaillé sur la structuration génétique du mélèze en Europe. Donc il y a plusieurs clusters à travers tout l'arc en Europe. Pardon. Et c'est quelque chose d'intéressant, vous ne le voyez pas trop, mais ici vous avez un cluster unique qui se trouve dans la vallée de la Tinée, pas très loin de Saint-Étienne-de-Tinée aussi. Seul échantillon qu'ils avaient du côté du Mercantour présente une signature génétique totalement singulière et qui converge énormément avec ce qu'on a sur le Pinsambro. Et ça vient de sortir, c'est sorti il y a quelques semaines. C'est une étude de Polonais qui s'intéresse à Salix serpillifolia, c'est ça, oui, et qui essaie de simuler aussi l'ère glaciaire de ce Salix, qui est assez commun dans les Carpates, notamment dans le massif des Tatras et dans le nord des Alpes. Et l'ère de refuge la plus probable du Salix serpillifolia au niveau du glaciaire se retrouve dans le sud des Alpes notamment, et dans les Apennins. Donc c'est les zones rouges les plus prononcées. Un petit mot, vous avez ici maintenant révisité donc les aires de migration du Pinsambro. Je vous ai dit donc on a le cluster jaune qui nous vient probablement des Carpates et de l'Est de l'Europe, qui vient du Nord, donc ça on ne le change pas. Le rouge, c'est ce qui a été découvert récemment par le groupe de Félix Gügerli et de Maria Höhn, qui est une Hongroise, et qui démontré qu'il y avait sans doute quelque part une aire de refuge près du Tessin et dans la région nord de Naples, près de Bormio, une aire de refuge de Pinsambro dans cette zone-là. Donc nous, on la retrouve génétiquement, c'est la même population qu'on retrouve. Et puis il y a les deux clusters des Pyrénées, du Mercantour, qui probablement qui ont dû migrer vers le nord comme ça, et influencés, parce qu'on retrouve un peu de leur patrimoine génétique mélangé avec le cluster rouge et le cluster jaune. Merci. Ok, notre intervenant n'ayant pas respecté le temps de parole, je ne lui laisse qu'une seule question courte avec une seule réponse courte, sachant qu'on a un temps de discussion à la fin de la session, et donc le premier à avoir levé la main. Oui, Philippe Scholler, laboratoire d'écologie alpine. Bon, on en a discuté hier soir, mais c'est vrai que je suis vraiment frappé par les ressemblances entre le système Pinsambro et puis ce qu'on a pu étudier sur des plantes alpines, notamment Carex curvula, puisque l'image est très très similaire, une grande vague de recolonisation est-ouest, mais
des isolats génétiques dans la partie sud des Alpes, notamment sur la façade orientale de la partie sud des Alpes, et vraiment des singularités quand on génotype ces individus. Donc c'est assez intéressant parce que finalement il y a eu des hypothèses aussi des collègues autrichiens sur ces refuges secondaires dans ces Alpes, pour la renoncule des glaciers, pour l'Androsales alpina, Phytoma globiarifanum, etc. Il y a tout un cortège en fait d'espèces silicicoles en fait qui présente une signature très particulière dans cette région-là. Et ça me fait immanquablement penser à des travaux anciens de phytogéographes qui ont montré dans les années 70, notamment Marcel Barbero, il y a des convergences entre cette flore acidophile, orophile des Alpes ligures et des Alpes du Mercantour avec ce qu'on avait dans les Alpes centrales. Donc en fait, ces travaux, notamment sur les pelouses Acarix curvula, et notamment ces travaux de phytogéographes, en fait, voilà, ont une résonance toute particulière, je trouve, quand on regarde ces études de phylogéographie et de phylogéographie comparative sur ces plantes alpines. Voilà. C'est une remarque, c'est pas une question. Eh bien, ça tombe bien, ça nous arrange. À moins qu'il y ait une deuxième question extrêmement courte. Moi, j'avais juste une question sur l'hybridation, en fait. Est-ce que, à l'image de ce qu'on connaît dans les Pyrénées entre le pin sylvestre et le pin accroché, est-ce que le pin Cimbro peut s'hybrider avec d'autres espèces de pins? Et je pense notamment à une originalité de la vallée de la Roya, qui est la forte présence de pin mugo là-haut. Est-ce qu'il s'hybride ou pas avec d'autres espèces de pins? La réponse est facile. Le pin Cimbro appartient à un groupe taxinomique vraiment isolé chez les pins. Vous savez, il y a 4 groupes, il y a combien, 80 espèces de pins, je crois, à travers le monde. Et il y a 4 groupes de sous-genres. Un des 4 groupes de sous-genres, ce qu'on appelle les pins blancs, qui se subdivisent en 2 sous-groupes. Le pin Cimbro appartient à un de ces sous-groupes et il n'est apparenté en Eurasie, il n'est apparenté qu'avec un pin prostré qui n'est pas le pin mugo, mais Pinus pumila, qui pousse au Kamchatka et dans l'est de la Sibérie. Par contre, on sait maintenant que le pin de Sibérie et le pin de Cimbro, c'est la même espèce. D'accord, ça c'est nouveau. On le doit aux travaux notamment de Vendramin et de Félix Gugerli. Vendramin un Italien et Gugerli c'est un Suisse. On leur doit ça. Et il y a une autre espèce, donc une troisième espèce qui appartient à ce sous-groupe qui n'existe qu'en Amérique du Nord, qui est le pin à écorce blanche. Pour l'avoir vu et fréquenté cette espèce, on a l'impression d'être dans des forêts de pin Cimbro. Quand on voit, c'est exactement la même chose, il n'y a aucune différence. Très très différent. Et c'est intéressant parce qu'il y a des choses très très intéressantes et semblables qui se font sur les refuges glaciaires du pin à écorce blanche, Pinus albicolis, et sur les voies de migration, parce que eux, ils ont 2 sous-populations clairement distinctes et qui ne se retrouvent pas, qui ne se méritent pas en Amérique du Nord sur ces 2 espèces. Mais avec le pin mugo, il n'y a aucun risque. Le pin mugo appartient au groupe du pin sylvestre. Merci à tous.